Très bien, donc on va commencer maintenant le vif du sujet sur cette présentation spécifiquement dédiée aux enjeux de l'intelligence artificielle et du journalisme. Je vais commencer par une petite entrée en matière sur un peu les règles donc, de ce webinaire. Évidemment, moi je peux parler, vous avez accès au chat, mais c'est interactif. Donc si vous voyez à un moment que vous avez besoin de poser des questions, posez-les dans le chat. J'y répondrai, alors je verrai si j'y réponds immédiatement ou si j'y réponds plus tard lors d'un temps dédié. Ça dépendra un peu de la fluidité, de si j'ai prévu de, d'expliquer le point que vous soulignez ou pas à venir. Et voilà, l'idée c'est que je vais vous faire une présentation, je vais avoir quelques slides, c'est très sommaire, hein, c'est vraiment juste pour que vous ayez quelque chose à voir qui sera peut-être plus intéressant que juste mon visage et ma carte de liberté de la presse. Et l'idée c'est qu'on va partir de qu'est-ce que l'intelligence artificielle en général, sachant que je suis pas un spécialiste, je suis pas un ingénieur, pour arriver aux enjeux sur le journalisme, qui sont assez vastes, et à partir de là, on va ouvrir un peu la conversation à ceux qui le veulent. Eh bien, si ça vous va, moi je vais repartager ma présentation. Et hop, normalement vous voyez tout, c'est bon, très bien. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que ça fait un certain temps déjà que Reporters sans frontières travaille sur les questions d'intelligence artificielle et du journalisme. Euh, Plus exactement, ça va faire bien une petite dizaine d'années maintenant. Avant, on travaillait beaucoup sur la question des enjeux d'intelligence artificielle des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, maintenant, avec les évolutions récentes, on travaille aussi sur les questions d'intelligence artificielle générative. Et comme on va le voir, la question des réseaux sociaux, elle n'est pas du tout décorrélée de celle de l'intelligence artificielle générative. Au contraire, c'est deux technologies qui sont intrinsèquement liées. Mais avant ça, peut-être pour bien comprendre, on va essayer de savoir de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle. Donc là, sur la présentation, je vous ai mis trois photos qui retracent un peu, on va dire, des grandes étapes de l'évolution de l'intelligence artificielle. La première, c'est la photo d'un monsieur qui s'appelle McCarthy, qui a été un des pionniers de l'intelligence artificielle. C'était un spécialiste de mathématiques, hein, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de mathématiques avant toute chose, et un grand théoricien du jeu d'échecs notamment. C'est un grand fan de jeux d'échecs et il avait pour rêve de créer plusieurs choses, une machine capable de jouer aux échecs, mais aussi une machine capable de produire du langage. Et il l'a fait, il l'a théorisé de tas de manières différentes dès les années 50. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, à cette époque-là, on ne parle pas en fait de technologie, on parle d'un projet, on parle d'idées qu'ont des scientifiques, plusieurs scientifiques qui se sont réunis, des disciplines scientifiques qui ont été fondées en partie pour essayer d'atteindre ces objectifs. L'une des disciplines scientifiques les plus connues s'appelle la cybernétique. Elle existe encore d'ailleurs, mais c'est plus ce qu'elle n'était. Mais c'était un grand mouvement, la cybernétique. Et en fait, à partir de ces théories des années 50, on va réfléchir à des manières de concevoir des systèmes informatiques, c'est-à-dire concevoir des ordinateurs, qui vont essayer d'imiter des capacités humaines. Et progressivement, avec un certain nombre de pics et d'hivers, ce qu'on appelle des hivers, c'est-à-dire de moments où plus personne s'est intéressé à l'intelligence artificielle, on est arrivé à certains résultats. Et là, je vous ai mis par exemple des résultats spectaculaires qui ont été décelés, atteints il y a quelques années par exemple, avec le jeu de Go. C'était un match qui a opposé un joueur de Go. Donc le Go, c'est un genre de jeu de société qui, c'est un peu les échecs asiatiques d'une certaine manière, même si les échecs sont d'origine orientale, qui est censé être plus sophistiqué parce qu'il y a plus de combinaisons possibles. Et il y avait cette idée que personne n'arriverait jamais à faire gagner une machine au jeu de Go, c'était trop compliqué. Eh bien, patatrac, c'est arrivé malheureusement, il y a un bout de temps maintenant, lors d'une machine qui s'appelait AlphaGo,
qui a affronté au jeu de Go le vice-champion du monde, si ma mémoire est bonne, Lee Sedol, et qui l'a battu plutôt à plat de couture. Et cette AlphaGo a été donc au début d'un engouement pour l'intelligence artificielle parce que AlphaGo utilisait une méthode d'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage profond. L'apprentissage profond, c'est quoi? C'est en fait un algorithme qui apprend tout seul. Vous allez lui montrer des milliards d'exemples d'une partie et il va finir par déduire mathématiquement les règles à suivre pour optimiser son résultat. Je vous parle de ça, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est à peu près de la même manière que fonctionne ChatGPT, par exemple. Et on y revient. Mais bon, ça, aujourd'hui, le jeu de Go, on est d'accord que c'est très impressionnant d'un point de vue culturel et civilisationnel, mais que ça ne fait pas forcément avancer la réflexion en ce qui concerne l'intelligence artificielle et le journalisme. Et pourtant, ces techniques d'intelligence artificielle, ces techniques d'apprentissage, elles ont des conséquences très directes dans la manière dont nous arrivons à nous informer. Et c'est pour ça que la dernière image de ce slide, c'est le logo du réseau social TikTok, qui appartient à la société chinoise ByteDance, qui est à l'heure actuelle, de mon point de vue, et qui n'engage vraiment que moi, euh, le système d'intelligence artificielle le plus important dans le monde de la formation. Le plus important, pourquoi? Parce qu'il est d'une puissance qui est incroyable, c'est-à-dire que j'imagine que certaines et certains d'entre vous utilisent TikTok comme application. L'algorithme a une capacité à cibler vos désirs, allons dire, et à vous présenter des contenus qui est absolument saisissante. Il faut bien comprendre qu'avant TikTok, on avait des systèmes qui étaient au mieux hybrides, par exemple sur un réseau social un peu ancien maintenant qui s'appelle Facebook, euh, des systèmes hybrides dans le sens où sur Facebook, en fait, vous alliez voir les contenus qui étaient publiés par d'autres personnes que vous suiviez, et donc c'était une espèce d'algorithme social. Ça, c'était le tout premier Facebook. Facebook, c'est un réseau social qui a 20 ans maintenant, donc ça date. Et progressivement, on a mis en place des systèmes plus développés dans Facebook pour que à la fois vous ayez accès à des choses que publient les gens que vous suivez, mais aussi des choses qui ont été identifiées comme correspondant à vos centres d'intérêt. Cette problématique, elle vient à la base d'une intention qui est tout à fait louable, c'est tout simplement que plus vous aviez de gens sur Facebook, sur Instagram, sur peu importe, plus vous aviez de contenu qui allait être mis à votre disposition. Or, ce que vous pouvez voir sur votre écran est nécessairement limité. Donc en fait, il faut bien choisir quel contenu vous allez voir ou pas, parce que on va tout afficher ensemble pour les réseaux sociaux, ça n'a aucun intérêt, c'est rebutant, ça n'a pas de sens, et il faut créer du sens. Et donc, c'est toute cette problématique-là qui a l'air extrêmement simple quand je vous la présente comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'accès à l'information, ce que nous on appelle l'accès à l'information à Reporters sans frontières, c'est-à-dire la capacité des individus à pouvoir s'informer et à pouvoir consulter les contenus de leur choix, est en fait en grande partie déléguée à des machines. Et ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc tout l'enjeu, c'est de savoir comment fonctionnent ce qu'on appelle ces algorithmes, pour savoir si ces algorithmes respectent notre droit d'accéder à une information fiable, par exemple l'information produite par des journalistes, mais surtout, et surtout, pardon, si ces algorithmes n'encouragent pas des contenus de désinformation, c'est-à-dire des contenus trompeurs ou créés par des gens qui ont des intentions de manipulation ou de mensonge. Et c'est de ça dont on va parler, parce que toute cette problématique-là, elle est très compliquée, parce que les enjeux que je vous présente là, en quelques mots, sont des enjeux qu'on appelle de droits humains, c'est-à-dire des enjeux de liberté fondamentale. Liberté fondamentale, c'est pas un vain mot, et je sais que ça peut sonner très très abstrait, mais pourquoi on parle de liberté fondamentale? C'est parce que on estime que pour que vous puissiez jouir de votre liberté, il faut que vous puissiez avoir les bonnes informations. Pour décider de votre destin,
vous avez besoin d'avoir des informations fiables pour prendre votre vie en main, si vous voulez. Et quand on utilise, quand je dis on, ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être des propagandistes, ça peut être des gens qui ont des intérêts purement économiques, des mafias. Mais quand ces gens-là vont utiliser, ou des groupes politiques, bien sûr, des réseaux sociaux pour produire des fausses informations, finalement, il y a une atteinte qui est faite à votre liberté, puisqu'en fait, on vous prive d'informations de qualité qui vous permettent de vraiment décider de comment mener votre vie. C'est ça l'idée. Et donc, tous ces algorithmes dont on parle, c'est ce qu'on appelle des algorithmes de recommandation. Alors, vous les connaissez presque, sûrement mieux que moi. Je me rappelle très bien quand je vais dans des classes et que je vois des gens qui optimisent leur algorithme TikTok. Je sais très bien que vous avez plutôt conscience de comment ça fonctionne, mais que vous n'avez pas forcément conscience de ce que ça implique. Un algorithme de recommandation, aujourd'hui, c'est un algorithme dont on ne sait pas comment il fonctionne exactement. Parce que ce sont des entreprises privées qui les mettent en place. Donc là, on parlait de TikTok, Facebook, etc. Et ces entreprises, elles ont des intérêts qui sont des intérêts commerciaux, qui sont des intérêts qui sont pas forcément illégitimes d'ailleurs. Une entreprise privée, elle est là pour gagner de l'argent, c'est son rôle dans la société. Elle doit gagner de l'argent. Donc, elle fait en sorte de maximiser ses intérêts pour gagner de l'argent. Le problème, c'est que ces intérêts, comment est-ce qu'on place l'intérêt général au milieu de ces intérêts commerciaux? C'est ça toute la difficulté. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'intérêt commercial d'une plateforme, il est assez simple à deviner. Euh, Elle a besoin de plusieurs choses. Elle a besoin, avant tout, que vous produisiez du contenu, ou que vous produisiez des informations sur vous. On appelle ça des données personnelles. Il y a un très bon moyen de faire ça, c'est de simplifier la manière que vous avez de créer du contenu. Là, je reviens à TikTok, parce que TikTok, c'est stupéfiant à cet égard, et c'est vraiment brillant. C'est une très bonne stratégie qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que TikTok, vous avez à la fois l'algorithme, dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais vous avez aussi euh, une capacité à créer des vidéos, des logiciels de montage intégrés, qui sont très simples et très faciles à prendre en main et qui vous permettent très rapidement de créer des vidéos extrêmement amusantes, divertissantes et intéressantes. Ça, c'est un grand point fort de cette application, c'est qu'en fait, elle vous permet de très facilement créer du contenu vidéo, alors qu'avant TikTok, c'était finalement pas si simple. Donc ça, c'est la première chose. Par exemple, il y a des choses qui font que les filtres sur Instagram, à l'époque, par exemple, ou Snapchat, ça permettait rapidement de créer aussi des images altérées et de leur donner un intérêt nouveau. Donc ça, c'est la première étape. D'abord, il faut donner des outils. C'est pour ça qu'on appelle ça des plateformes, hein. Les plateformes, ça veut dire que ça implique de vous donner des outils pour produire quelque chose. En faisant ces outils, vous allez produire du contenu. Ce contenu, il va avoir un intérêt qu'on va laisser à l'appréciation des autres utilisateurs du réseau. Et l'appréciation, on va la mesurer selon plusieurs paramètres. Alors, les interactions, on va dire directes, les likes, les partages, les retweets sur Twitter, les commentaires, et également toutes sortes d'interactions, de mesures plutôt en direct, comme par exemple le temps que vous allez rester sur une vidéo sur TikTok, euh, les vidéos que vous allez passer, les contenus qui vont plus ou moins vous intéresser, etc. Euh, Ça, quand vous faites ça, quand vous interagissez avec une publication, vous envoyez des informations sur les ordinateurs de Facebook pour dire ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça a suscité mon intérêt, etc. À partir de là, en fait, il va arriver ce qu'on appelle un effet de système, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte en observant la société civile, des chercheurs, etc., que en fait, les contenus qui avaient tendance à générer le plus d'intérêt, c'était des contenus qu'on appelle polarisants. Faire des contenus un peu clivants, un peu extrêmes, un peu provocateurs, qui en fait enjambent toute nuance et s'en passent parce que en fait, c'est tout simplement plus choquant. J'essaie de vous trouver un exemple qui est à l'actualité pour que
compreniez bien, mais admettons que aujourd'hui, c'est avec tout ce qui va se passer, par exemple, en Ukraine, on est juste quelqu'un qui dise, bah, les Européens veulent faire la guerre à la Russie. Ce qui n'est pas vrai en tant que tel. C'est pas ce qui se passe. Mais cette information est choquante. Elle nous interpelle parce qu'elle dit quelque chose qui est très grave. Et donc, du coup, il y a de fortes chances qu'une publication sur un réseau social, quel qu'il soit, suscite plus de réactions, de likes, et donc, en fait, rapporte plus d'informations aux gens. Alors que si je fais une publication un peu plus longue, qui va dire les Européens sont un petit peu perdus parce qu'ils dépendaient, parce qu'ils ont peur d'une attaque russe et qu'ils dépendaient de la défense américaine, là, on rentre dans une histoire qui est tout autre. Et peut-être que les deux contenus en fait, vont raconter au final la même chose. Mais on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est un peu plus, et je l'ai allongé exprès pour que vous compreniez bien, qui est un peu plus laborieux à expliquer, qui est peut-être un peu plus ennuyeux d'ailleurs, euh, qui est peut-être plus proche du réel, parce que le réel, parfois, quand on se penche dessus, ça demande un petit peu d'ennui, mais qui finalement va peut-être susciter moins votre attention ou votre intérêt, ou tout simplement moins d'émotion chez vous, parce que bah, c'est nuancé, qu'en fait ça demande de la réflexion, et on ne va pas réagir à chaud là-dessus, parce que faut que j'y réfléchisse avant de penser à ce que je vais faire. Voilà, cet exemple que je vous donne, c'est un exemple pour vous dire qu'aujourd'hui, on voit bien que dans l'économie des plateformes, c'est-à-dire la manière dont la valeur et les contenus circulent, on a un intérêt très clair à donner des messages nets, directs, un peu clivants. Pourquoi est-ce que cet intérêt est là? Parce qu'en fait, plus on reste sur la plateforme et plus on va donner d'informations, plus on va avoir de contenu comme ça qui suscite notre intérêt, plus longtemps on va rester, plus longtemps on va rester, plus on va donner d'informations, et plus on va donner d'informations sur nous et sur ce qu'on aime, et plus les plateformes vont pouvoir nous vendre ce qu'ils appellent de la publicité ciblée. Et la publicité ciblée, c'est tout simplement de la publicité qui est censée correspondre à nos goûts et à nos besoins. Donc en fait, au final, eux, ce qu'ils cherchent, les plateformes en tant qu'entreprise, c'est de faire en sorte qu'on reste le plus longtemps possible sur cette plateforme, qu'on lui donne le plus d'informations pour qu'on soit exposé à plus de publicité. Et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent, c'est en vendant de la publicité. TikTok, c'est un réseau social, une plateforme de vidéo, c'est ça comme vous voulez, dans les deux cas, ça marche, euh, dont le modèle économique consiste à vendre des espaces publicitaires à des annonceurs, exactement à la même manière qu'un abribus, par exemple. Or, on voit bien que ces intérêts, même si, comme je l'ai dit, ne sont pas illégitimes, c'est pas illégitime pour une entreprise de vouloir gagner de l'argent, et la publicité, c'est pas mal en soi, il n'y a pas de problème. Euh, on voit bien ces intérêts peuvent rentrer en contradiction avec d'autres intérêts qu'on a évoqués au début, qui sont les intérêts démocratiques, d'accéder à l'information, de pouvoir tout simplement avoir une prétention de comprendre le monde qui nous entoure, puisque les contenus polarisants sont pas forcément les plus pratiques pour comprendre l'environnement dans lequel on vit. Et c'est à ce moment-là que les modèles d'IA générative apparaissent. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont intrinsèquement liés aux réseaux sociaux, ces modèles d'IA générative? Parce qu'un modèle d'intelligence artificielle, c'est un modèle, alors on parle d'un modèle, j'en reviendrai après sur le terme, ne vous inquiétez pas. C'est en fait une intelligence artificielle qui a appris à parler, en l'occurrence c'est celle dont on va parler aujourd'hui, mais elle peut faire d'autres choses comme des images, des vidéos, voire des sons, qui a appris à parler en fonction de données qu'on produit. Elle a appris sur ces données-là. Et l'avantage des réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, c'est qu'ils vous incitent à produire du contenu et ils vous incitent à laisser des réactions, dont des commentaires, etc. Et les réseaux sociaux, en fait, ont entraîné une augmentation de la production de contenu. Les contenus aussi sont des données. Et par conséquent, une grande partie de notre monde numérique est maintenant centralisée sur les réseaux sociaux. C'est eux qui ont ces données. Il y a d'autres sources de données, il y a les livres numériques, etc. Mais
ces modèles de langage ont été entraînés en partie avec des productions qui viennent des réseaux sociaux. OpenAI, par exemple, il y a eu une polémique il y a quelques mois parce que ils avaient utilisé des productions YouTube. Il y a une autre intelligence artificielle qui s'appelle Grok, qui est sur le réseau social X, qu'on appelait Twitter auparavant, qui est entraînée en partie sur des productions Twitter, etc. Et surtout, les réseaux sociaux ont mis en place un système, une économie de l'attention qui a fini par conditionner la manière dont les médias et les journaux devaient produire des contenus pour pouvoir être visibles sur les réseaux sociaux. Avec eux, pareil, ils ont fait un équilibrage parce que c'est des médias, ils ont un engagement à produire de l'information de qualité, mais en même temps, il faut bien aussi être visible sur les réseaux sociaux. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, je sais qu'on parle principalement même de ChatGPT. Je vous ai mis un autre logo, celui d'OpenAI qui produit ChatGPT, et l'autre logo, le A sur le fond noir, c'est le logo d'une entreprise qui s'appelle Anthropic, qui produit un chatbot qui s'appelle Claude. J'aurais pu mettre Google, j'aurais pu mettre Llama, Meta, qui détient Facebook également. J'aurais pu mettre Mistral, qui est une entreprise française, voilà, enfin, en partie française en tout cas, et j'aurais pu vous mettre d'autres entreprises. J'ai pris ces deux-là parce que c'est ces deux qui me semblent assez intéressantes dans le cadre d'une première découverte. Donc, pourquoi l'IA générative c'est intéressant quand on réfléchit un peu aux réseaux sociaux? C'est aussi parce que l'IA générative, comme son nom l'indique, elle génère du contenu. Et cette génération de contenu, elle permet d'en produire d'autres pour les réseaux sociaux, par exemple, ou pour son site web qui après va être référencé sur Google, qui est un moteur de recherche très puissant, etc. Et dans tous les cas, quand on regarde un peu qui est propriétaire, on voit qu'il y a deux tendances. On voit que des entreprises propriétaires de réseaux sociaux ont leur propre système d'intelligence artificielle maintenant. J'en ai parlé déjà, Google a un système qui s'appelle Gemini ou Gemini. Facebook, Meta, qui appartient à Facebook, un robot qui s'appelle Llama. Euh, Microsoft, qui possède le réseau social LinkedIn, et un système qui s'appelle Copilot. Et on a de l'autre côté des challengers. Challengers, ça veut dire qui ne sont pas établis et qui arrivent sur le marché, comme OpenAI, qui appartient à ChatGPT, et qui commence à entrer sur le terrain de l'accès à l'information. Ce qui est intéressant, c'est que ces IA génératives posent des problématiques nouvelles pour l'accès à l'information de qualité, puisque elles fonctionnent pas vraiment de la même manière qu'un réseau social, et qu'en fait, elles prédisent des textes. On va rester sur le cas des textes pour aujourd'hui, ça sera le plus simple. Elles prédisent en fait des résultats, et elles ont ingurgité des milliards de documentation, et elles vont prédire des suites de mots probables ou non. Donc, même si elles produisent un texte, même si elles produisent un texte qui peut ressembler à un article journalistique, ce qu'elles vont produire, ce n'est pas une information en tant que telle, c'est une suite logique de mots, qui peut être vraie ou qui peut être fausse. Des études récentes sont sorties sur le fait que la plupart du temps, en fait, les IA génératives, quand elles produisent de l'information, même quand elles se basent sur des articles journalistiques, elles donnent de fausses informations. Un peu moins de la moitié du temps, un peu plus de la moitié du temps, elles vont donner une vraie information, et sinon elles vont soit se tromper un peu, soit se tromper beaucoup, ça dépend des résultats qu'elles vont donner. Et aujourd'hui, ces IA génératives, c'est du moins une tendance qu'on observe, et il va falloir voir dans les années qui viennent si elles se confirment ou pas, sont peu à peu en train de remplacer, en moins en partie, les réseaux sociaux traditionnels. Alors elles le font comment? Elles le font principalement en étant gratuites, en mettant exactement comme les réseaux sociaux à votre disposition des outils, donc en l'occurrence ChatGPT c'est un robot conversationnel, et en ayant une interface extrêmement fluide, quelque chose de très pratique, et en nous donnant l'impression qu'on a une conversation, et en instaurant un lien de confiance. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, je pense que maintenant on peut commencer à se poser la question de le journalisme là-dedans, parce que là c'est une grande exposition, et il est important de comprendre que le journalisme, c'est une profession qui s'est toujours adaptée aux évolutions technologiques.
Comment elle l'a fait? Elle l'a fait en développant ce qu'on appelle une éthique, sa déontologie. L'éthique journalistique, elle repose, on va dire, pour faire les choses simplement, sur trois, quatre grands principes. Le premier, c'est dire la vérité. C'est quand même le principe fondateur. Le premier, c'est de ne pas nuire. Un journaliste, il n'est pas là pour porter atteinte, pour nuire à la société. Bah, après, même si parfois la publication de la vérité peut nuire aux intérêts de quelqu'un, mais en fait, c'est la responsabilité des journalistes de voir si l'information qu'ils vont donner est une information d'intérêt général ou non. Et c'est là toute la différence. Euh, Par exemple, la vie privée euh, d'une personne, de votre voisin, par exemple, qui n'est pas une personnalité publique, qui n'a pas de responsabilité politique, a priori, ça ne regarde que lui, c'est pas une information d'intérêt général. La vie privée d'une personnalité politique, selon les informations qu'on peut trouver, ça peut être une information d'intérêt général si, par exemple, il a une relation avec quelqu'un d'un autre pays. Par exemple, ça peut être une information d'intérêt général. C'est pas forcément grave, mais c'est quelque chose qui peut mériter d'être porté à la connaissance du public. Enfin, une information d'intérêt général, c'est par exemple tout ce qui se passe sur les responsabilités des personnalités politiques, sur les comptes qu'ils ont ou pas à l'étranger, ce genre de choses. C'est des informations qui sont d'intérêt général parce qu'elles disent quelque chose de la société à l'ensemble de la société. Donc, dire la vérité, ne pas nuire, sauf, enfin, ne pas nuire. Le but du journaliste n'est jamais de faire du mal, il est juste d'apporter la vérité, défendre l'intérêt général et respecter aussi le contradictoire. Ça fait partie des grands principes, c'est-à-dire que quand vous allez dire quelque chose sur quelqu'un, et ben vous allez contacter cette personne avant de publier pour pouvoir lui demander ce qu'elle pense et obtenir des informations. Donc il y a tout un certain nombre de grands principes. Généralement, les chartes vont commencer par vous, d'une certaine manière, pour dire le journalisme, il existe en fonction, pour défendre un droit, qui est le droit que le public a de savoir. En fait, il y a des choses qui sont d'intérêt général que vous avez le droit de savoir. Et la liberté de la presse, c'est la liberté de pouvoir vous les dire. Ces innovations, les innovations technologiques dont on parle, les réseaux sociaux, en fait, les journalistes ont toujours essayé de se les approprier. C'est pas du tout une profession qui est réticente à l'innovation, hein, quoi qu'on puisse en dire. On a toujours essayé de se les approprier pour pouvoir vous défendre votre droit à savoir, gagner de nouveaux publics aussi, et tout en maintenant des équilibres éthiques. Donc par exemple, c'est pas parce que vous pouvez publier vite sur un réseau social que vous publiez pourtant une information qui n'est pas vérifiée. C'est pas ça. C'est pas parce que les gens oublient vite sur un réseau social que si vous avez publié une information fausse parce que vous vous êtes trompé, ça arrive, bah, que vous ne devez pas retirer cette information pour la corriger. Ça fait partie des grands principes éthiques du journalisme. Et quand on va parler donc de réseaux sociaux, il y a un certain nombre de médias ont mis en place des chartes pour guider leurs journalistes sur leur expression sur les réseaux sociaux. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on a également un certain nombre de principes éthiques qui ont été mis en place. Alors, je vous en présente trois. Euh, je vais commencer par l'utilisation de l'intelligence artificielle par les journalistes à France Info. C'était à l'époque, c'est une capture d'écran, je pense que ça a dû évoluer, mais en fait, voilà, c'était France Info qui expliquait à son public comment est-ce qu'ils allaient se servir d'outils d'intelligence artificielle ou pas, et dans quel cadre. Vous avez le CDJM, qui est le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui est une association déontologique française de journalistes qui édicte un certain nombre de règles et qui ont mis, par exemple, des recommandations sur l'usage de l'intelligence artificielle générative. Et parmi ces usages, il y a le fait d'être transparent sur la manière dont on utilise les outils d'IA générative, si ça a un lien direct avec ce que voit le public. Par exemple, si un article est entièrement créé par ChatGPT, bah,
il est bien de le dire et de le signifier au public afin qu'il sache tout simplement à qui il a affaire. Un autre sujet, par exemple, ça va être sur la question des deepfakes, c'est-à-dire des images réalistes hyper crédibles générées par intelligence artificielle, qui fait partie des interdits généralement dans la profession journalistique. Parce que, pourquoi? Bah, au nom tout simplement du droit que le public a de savoir, le fait que, comme je vous l'ai dit, le journaliste s'engage à dire la vérité et qu'un deepfake, par définition, c'est pas vrai. C'est même pas une vraie photo. Donc, c'est quelque chose, normalement, que le CDJM recommande de ne pas faire. Et enfin, le premier, je termine par le premier. Le premier, c'est une charte que nous, on a écrit à Reporters sans frontières. On l'a pas écrit seul, on l'a écrit avec des experts internationaux. On l'a écrit, elle a été présidée, le comité de rédaction de cette charte était présidé par une dame qui est une grande dame, une grande journaliste, qui s'appelle Maria Ressa, journaliste philippine, qui a eu le prix Nobel de la paix euh, pour son travail. Elle a un média qui s'appelle Parleur aux Philippines. Et Rappler, pardon, pas Parleur, Rappler. Et c'est une charte qui va contenir 10 grands principes, qui sont des principes éthiques, qui vont commencer très simplement par le premier, pour rappeler que tous les principes éthiques du journalisme s'appliquent dans le cadre de l'intelligence artificielle. C'est pas parce qu'on utilise un nouvel outil qu'il n'y a plus d'éthique journalistique qui tienne. Au contraire, tout ce que les journalistes ont fait avant, euh, le fait de rectifier une information si elle est fausse, le fait de protéger une source, tout ça fonctionne encore, et d'autant plus, j'ai envie de dire, à l'ère de l'intelligence artificielle générative. On va mettre en place une charte qui va parler de certains autres principes éthiques, comme le fait que c'est toujours les médias qui restent responsables des contenus qu'ils publient. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est ChatGPT qui l'a écrit que c'est ChatGPT qui est responsable si vous le publiez sur le site d'un média. C'est le site du média c'est le média qui est responsable, c'est lui qui publie, donc c'est lui qui est responsable. Et donc, bah, charge à lui de vérifier que ce qui est dit dans le papier est vrai. Les médias s'engagent, qui suivent les principes de cette charte, s'engagent à vérifier que leur système d'intelligence artificielle soit fonctionnel, qui porte pas atteinte à l'information de qualité, et donc qu'ils les fassent auditer régulièrement. Et pour parler d'un dernier exemple, il y a aussi le fait que les médias devraient s'engager à négocier collectivement avec les entreprises qui développent des solutions d'intelligence artificielle, parce que ces entreprises, comme je vous le disais, utilisent énormément de données, y compris des données d'éditeurs, de son ancêtre. Et donc l'idée, c'est de, s'il faut négocier avec une entreprise, et ben pas négocier un média chacun de son côté et que le meilleur gagne, mais que tous les médias négocient ensemble afin d'avoir accès à une rétribution financière qui soit équitable, intéressante et qui puisse leur permettre aussi de peser dans la balance. Cette charte, on l'a publiée en novembre 2023, donc on avait commencé à travailler dessus bien avant. Pour la petite histoire, on a commencé à y réfléchir quelques mois avant la sortie de ChatGPT, qui est sortie en novembre 2022. Donc on avait senti qu'il allait se passer quelque chose avec l'intelligence artificielle générative à l'époque, et cette charte, elle est toujours d'actualité. Elle complète très bien, d'ailleurs, je trouve, en France, les recommandations du CDJM, enfin, c'est plutôt les recommandations du CDJM qui complètent très bien la charte de Reporters sans frontières, qui s'appelle la charte de Paris sur l'IA et le journalisme. Et RSF a appelé tous les médias du monde à s'emparer de cette charte pour qu'ils développent la leur en s'inspirant de ces principes et qu'ils puissent en fait voir comment ils allaient pouvoir eux se servir de l'IA générative dans leur pratique. Et aujourd'hui, en fait, depuis qu'on a sorti cette charte, c'est ce qu'il se passe. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a plein de médias qui vont utiliser à différents degrés l'intelligence artificielle générative. La plupart du temps, ça va être pour obtenir un meilleur référencement sur les réseaux sociaux en créant des posts avec des titres un peu plus attirants, mais tout en restant éthiques, comme on l'a dit.
On a également des médias qui font des expériences. En Italie, par exemple, il y a un média qui fait une expérience en ce moment, qui est de publier un journal entièrement rédigé par intelligence artificielle, en plus de leur journal normal, bien sûr. Ou aux États-Unis, on a une expérience qui est à Los Angeles, le journal de Los Angeles qui s'appelle le LA Times. C'est un journal qui, sur certains contenus, qui s'appellent des contenus éditoriaux, c'est-à-dire des articles d'opinion. C'est quelqu'un qui donne son avis sur quelque chose, on se ressent, mais c'est son avis qu'il donne. Et à la fin, vous avez une IA qui dit, bah, voilà, cette personne, elle a parlé de ses faits avec ce point de vue, mais on aurait pu parler de ses faits avec un autre point de vue. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça, c'est une phase d'expérimentation qui a lieu dans les médias avec les outils d'intelligence artificielle générative. Et c'est pour ça qu'on devait créer cette charte, donc cette charte internationale. C'est pour inviter les médias à expérimenter sans s'éloigner du cadre éthique. On pense que c'est important parce qu'aujourd'hui, les médias sont de moins en moins visibles sur les réseaux sociaux. Il y a des cas même qui sont extrêmes, hein. Au Canada, par exemple, les médias ont été chassés de Facebook parce que Facebook refuse de les payer et parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec une loi qui a été votée par le Parlement canadien. Mais c'est aussi plus insidieux que ça, c'est-à-dire que le temps passant, les réseaux sociaux trouvent que, comme je vous le disais, les contenus des médias sont pas assez intéressants pour leur modèle économique, et on observe qu'ils perdent plutôt en visibilité sur les différents réseaux sociaux pour être remplacés par d'autres types de producteurs de contenu. Il y en a qu'on appelle les influenceurs, par exemple. C'est un terme qui est très vaste et que moi j'aime pas trop parce qu'il désigne plein de personnes différentes et il y a des gens très bien dans les influenceurs, il y a des gens vraiment moins bien. Et, euh, et donc les médias sont toujours à la recherche de nouveautés technologiques pour pouvoir gagner en visibilité, pouvoir porter leur information et pouvoir en fait toucher de nouveaux publics. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que bah, les gens qui vont lire la presse, si je parle que de la presse, mais si je parle de la télé, c'est guère mieux, sont pas forcément les publics les plus jeunes, et les médias ont un besoin de toucher un public plus jeune pour pouvoir continuer à survivre et continuer à informer pour la génération d'après. Donc, je finis sur cette petite présentation. Je suis désolé, j'étais un peu long, j'ai évoqué plein de sujets, parce que je suis assez passionné par ce sujet. Donc, si vous voulez dans le chat poser des questions, j'ai l'impression de passer très vite sur plein de choses. Donc, n'hésitez pas du tout à les poser. On va prendre un peu de temps pour faire un peu de questions-réponses. Mais aujourd'hui, voilà, retenez bien ça. Quand on parle d'IA, on parle d'IA générative, ce qui sont des outils qui posent des problèmes de fausses informations, parce qu'ils ne sont pas forcément pensés pour produire de l'information. C'est problématique parce que de plus en plus de gens s'en servent pour s'informer. C'est pas l'écrasante majorité des gens aujourd'hui, mais quand même, ça commence à se développer. C'est un problème parce que on a aussi, au-delà de ça, un écosystème informationnel de réseaux sociaux qui, euh, qui, euh, qui ne sont pas non plus des outils pensés pour s'informer et pour valoriser l'information de qualité. Et aujourd'hui, on voit bien que, alors nous, on est en Europe, donc on est protégé d'une certaine manière, même si, parce qu'on a des lois. Il y a très peu de régions dans le monde où il y a des lois efficaces, hein, mais on a quelques lois qui ont une certaine forme d'efficacité, elles ne sont pas parfaites, mais elles existent, qui favorisent un peu, qui permettent de lutter contre la désinformation. Mais des pays où vous allez sur Facebook, c'est quasiment que de la propagande russe ou de la propagande gouvernementale. Alors, pouvez-vous préciser la situation des médias canadiens sur Facebook? Alors, les médias canadiens sur Facebook, c'est une histoire qui remonte à l'été 2023, si ma mémoire ne me trompe pas, voire 2022. J'avoue que je traite tellement de sujets que parfois je me trompe. Alors, c'est très simple. En fait, le Parlement canadien a voté une loi qui s'appelle la loi C-18, qui est une loi qui est en fait très inspirée du sujet des droits voisins. Les droits voisins chez nous, c'est quoi? C'est le fait que bah, sur un réseau social ou sur un moteur de recherche, en ce moment il y a une discussion avec Google par exemple, euh, l'idée c'est que les contenus que vous produisez apportent de la valeur aux, aux-
aux réseaux sociaux et particulièrement les contenus de presse, parce que les contenus de presse ont une valeur particulière vu qu'ils les informent. Et que par conséquent, un moteur de recherche va générer des revenus sur ces contenus et qu'il faut qu'il leur redistribue un peu d'argent. Et donc au Canada, ils ont voté une loi pour faire ça. Et Facebook a dit, bah, moi en fait, il est hors de question que je donne de l'argent aux médias. Donc j'ai un moyen très simple de respecter la loi, parce que la loi, elle dit que si vous avez des médias qui publient sur votre plateforme des contenus vers des liens qui redirigent vers des sites internet, euh, ben, vous devez leur donner de l'argent. Et ben en fait, Facebook a dit, bah, dans ce cas, c'est très simple, j'enlève absolument tous les médias, les liens qui... J'empêche de partager des liens vers d'autres sites internet, vers des sites internet de médias sur ma plateforme, et comme ça, je ne leur dois plus rien. Et c'est la situation actuelle au Canada. Au Canada, aujourd'hui, vous ne pouvez pas partager un site, un lien vers un site d'information sur Facebook, par exemple. Euh, alors, les médias peuvent continuer, par exemple, à publier des contenus natifs sur Facebook, des contenus uniquement pour la plateforme, qu'ils écrivent depuis la plateforme, mais partager un lien vers leur site web, ils ne peuvent plus, c'est bloqué. Et même les utilisateurs, les citoyens ne peuvent plus le faire. Alors, ça marche pas pour tous les médias parce qu'en fait, les plateformes n'ont pas les outils pour permettre d'identifier précisément ce qu'est un média ou pas, ce qui est un problème aussi. Pas dans ce cas-là, parce que là, dans ce cas-là, ça les empêche de tous les bloquer. Mais en fait, euh, voilà, c'est ça la situation au Canada. Aujourd'hui, au Canada, vous ne pouvez plus partager d'articles de presse sur Meta. Quel modèle dynamique conseiller aux lycéens pour s'informer en dehors des réseaux sociaux? Bah, le modèle le plus simple, c'est d'aller voir des sites web d'information de presse. Euh, Alors, je sais que ça peut paraître très rébarbatif comme ça. En fait, tant que vous êtes au lycée, vous avez la chance d'avoir des abonnements, normalement, qui vous permettent, via, par exemple, des solutions comme Caféine, de consulter des articles de presse. Ça, c'est plutôt un bon réflexe, c'est d'aller directement sur leur site. Après, on peut avoir accès à de l'information sur les réseaux sociaux si vous allez la chercher, si vous allez vous en servir. Mais la plupart du temps, en fait, c'est pas comme ça qu'on va se servir d'un réseau social, c'est plutôt, on va utiliser son algorithme et on va attendre passivement que l'information vienne vers nous. L'information, il faut aller la chercher. C'est aujourd'hui le meilleur conseil qu'on puisse donner. Si vous voulez vous informer, vous devez vous servir, taper des mots-clés, aller sur des sites internet et trouver des contenus vous-même. Alors, quel est le danger lié aux faux comptes sur les réseaux sociaux? Voilà, il y en a de nombreux. Alors les faux comptes, ce qu'on appelle un faux compte, c'est, si je comprends bien, un faux compte, c'est un compte dont l'identité affichée du compte ne correspondrait pas réellement à l'identité d'un individu. Ce n'est pas exactement la même problématique qu'un compte avec un pseudonyme, par exemple. Euh, Bah, le problème des faux comptes, il y en a plusieurs, mais sur les sujets, on va dire, de liberté de la presse qui nous intéressent, pour moi, le problème, c'est celui du harcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, on a des faux comptes qui vont se faire passer pour pour des vraies personnes, alors qu'en fait, ils sont activés par des gens qui ont des intérêts, ça peut être des mercenaires parfois, pour harceler, par exemple, des journalistes, ou pour dissuader les gens de partager certaines informations. Ça, c'est des cas extrêmement fréquents. Et donc faire croire, par exemple, au fait que il y aurait une partie d'utilisateurs qui seraient indignés par quelque chose, alors qu'en fait, c'est des faux comptes qui ont été créés exprès pour faire croire qu'il y a une contestation, alors qu'en fait, il n'y a rien. Ça, c'est déjà vu aussi. Comment améliorer la visibilité des vraies informations sur les réseaux sociaux? Ça, c'est une vraie bonne question. Alors, les autres sont des bonnes questions aussi, mais ça, c'est une question à laquelle on réfléchit depuis assez longtemps à Reporters sans frontières. Parce qu'en fait, si vous voulez, toute la difficulté de cette problématique, elle repose sur le fait que euh, aujourd'hui, ce qui compte, c'est que les plateformes ne soient pas en mesure de dire ce qui est vrai ou pas. On est bien d'accord là-dessus. Je pense que c'est important, mais de le préciser, c'est Reporters sans frontières ne dit pas il y a des informations qui sont vraies, c'est ça, ça, ça et ça.
et d'autres qui sont fausses, et il faut faire circuler que les vraies. En fait, personne ne devrait être en capacité de contrôler la vérité. Donc c'est pas nous ce qu'on propose. On propose pas de penser par le contenu. On pense que c'est dangereux de faire ça. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui s'intéresse non pas au contenu, mais qui s'intéresse à qui sont les gens qui le produisent. Et quand je parle de gens, en fait, je parle, grosso modo, est-ce que le contenu a été produit par des médias journalistiques dignes de confiance? Notre ancien directeur, Christophe Deloire, aurait dit des journalistes dignes de ce nom. Parce que c'est une responsabilité d'être journaliste. Et, euh, et nous, on a mis en place pour ça une solution qui est une norme technique, qui s'appelle la Journalism Trust Initiative, on l'appelle JTI, JTI. Et c'est une norme, en fait, exactement comme le label bio. Le label bio, il va garantir que le produit que vous achetez, il respecte un cahier des charges, que le cahier des charges, il est conforme à ce qu'on attend d'un produit bio. Eh bien, la Journalism Trust Initiative, ce qu'elle fait, c'est que c'est une norme, un tampon, qui va être appliquée à des entreprises, des médias, qui va nous permettre de garantir que le média qui a publié ce contenu, c'est un média qui respecte un certain nombre de critères éthiques, avec une indépendance éditoriale, avec des systèmes de correction d'erreurs, ce genre de choses, un minimum de transparence, etc. Et donc qui garantissent que c'est la personne qui a produit ce contenu, en l'occurrence c'est un média, mais ça peut s'appliquer à des toutes petites structures, en fait respecte un certain nombre de critères déontologiques, journalistiques. Et une fois qu'on a créé ça, nous, nos positions, c'est de demander en fait à ce que les contenus produits par ces gens lorsqu'on souhaite s'informer, soient valorisés. Et l'idée, c'est de faire en sorte de casser la dynamique actuelle qui fait qu'aujourd'hui, il y a un avantage qui est donné au contenu de moins bonne qualité informationnelle. En fait, vérifier l'information, ça prend du temps. Bien écrire précisément pour être sûr que ça restitue bien le réel tel on l'a compris, ça prend du temps. Et tout ça, en fait, les algorithmes, en fait, ont tendance à le balayer complètement. Ils le balayent complètement parce que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est faire en sorte que les choses aillent vite plutôt pour que ça génère de l'émotion. Or, le journalisme, l'information, c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Et aujourd'hui, on est dans une économie où tout va de plus en plus vite. Et c'est très très compliqué pour les contenus journalistiques de se faire une place avec ça. Et, oh pardon, j'avais pas vu une question. Quels sont les problèmes majeurs auxquels les journalistes vont se confronter avec l'IA dans le futur? Alors l'IA, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Peut-être que l'un des problèmes majeurs, ça va être justement de savoir quoi faire d'intéressant avec l'IA. Et on est encore dans une phase où beaucoup de choses incertaines là-dessus. Nous, on a apporté notre petite pierre à l'édifice, on a développé un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle le projet Spinoza, qui a produit un projet expérimental. En fait, on a développé un système d'intelligence artificielle qui permet d'accéder à des informations dans différentes bases de données qui ont été sélectionnées par des journalistes, avec des instructions qui ont été écrites par des journalistes. Donc c'est le genre de choses qu'on encourage. Mais si on parle des dangers, si c'est le sens de la question, euh, l'un des dangers principaux, il est pour moi sur le manque de, de redirection vers les sites des médias depuis les chatbots. Un chatbot, un robot conversationnel comme ChatGPT, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre l'information sur votre site, il la restitue. Maintenant, il met des liens et, euh, et c'est tout. Et il vous donne une petite part d'information. Parfois, c'est vrai, parfois, ça l'est pas. Et après, il ne redirige pas vers le site. La plupart des gens, en fait, n'iront pas sur le site. On commence à avoir des chiffres où aujourd'hui, on voit que ça ne redirige pas vers les sites. Donc ça, c'est un vrai danger parce que plus il y a de gens qui s'informent comme ça, plus les médias gagneront de l'argent. Parce que les médias aussi gagnent de l'argent en vendant de la publicité, mais comme vous voyez, c'est pas exactement les mêmes enjeux. Et parmi les autres problèmes majeurs, il y a aussi toute la question des deepfakes, c'est-à-dire des fausses images ou des fausses bandes son générées par intelligence artificielle. Ça commence à venir des deepfakes de journalistes.
où en fait on se sert de l'image d'un journaliste pour lui faire dire ce qu'il n'a jamais dit ou ni jamais voulu dire afin de le décrédibiliser, ou au contraire afin de se servir de la confiance que le public pourrait avoir en lui pour les manipuler. Et ça, c'est un vrai danger. Et pour l'instant, honnêtement, la société est très mal préparée à tout. Écoutez, je vois que nous approchons de la fin de l'heure. Donc, si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vous propose tout simplement de nous quitter là-dessus. Je vois que quelqu'un essaie de taper une question dans le chat. Oui, allez-y, allez-y. Je vous en prie, merci à vous d'être là. Je sais que j'ai essayé d'évoquer plein de sujets, donc j'espère que ça va vous donner du grain à moudre dans la réflexion. Euh, tout ce qu'on se dit aujourd'hui sur l'IA générative en particulier, c'est des choses qui vont être amenées à évoluer. Aujourd'hui, on ne sait pas encore de quoi est fait demain avec l'IA générative. Vous, en tant que citoyen, parce que vous êtes toutes et tous des citoyens, hein, vous avez votre rôle à jouer, vous avez votre part pour dire, bah, aujourd'hui, je me sers de ça pour m'informer. Est-ce que ça me suffit? Est-ce que j'en veux plus? Comment est-ce que ça devrait marcher? On est tous et tous légitimes pour interférer dans ce processus. C'est ça, une démocratie, et vous avez votre mot à dire. Donc, je vous encourage à vous renseigner sur ces sujets, parce que moins on se renseigne sur ces questions, et plus on laisse à d'autres le pouvoir de décider à notre place. Ce qui serait, au final, bah, peut-être la pire des choses. Donc, l'avenir est assez intéressant. Euh, il y a beaucoup d'enjeux. On n'a pas parlé des enjeux géopolitiques, mais qui sont évidemment très très présents hein, sur les questions d'information. Mais en tout cas, voilà, l'avenir de l'information dépend aussi de vous et de votre intérêt et de votre capacité à vous mobiliser et à comprendre de quoi cet avenir est fait. Donc, je vais conclure là-dessus et vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée et vous remercier pour avoir pris un peu de votre temps pour écouter ce que Reporters sans frontières avait à dire sur ces questions. Merci beaucoup.